Alors nous abordons aujourd'hui une métaphore que j'aime beaucoup, qui est celle de l'aimant et de la limaille de fer. C'est une expérience que vous avez peut-être faite à l'école, moi j'en ai le souvenir quand j'étais tout gamin. Imaginez une table en formica par exemple, et vous collez en dessous un aimant, et au-dessus, vous allez verser de la limaille de fer, de la poudre de fer. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ça a un côté un peu magique. Vous allez voir cette poudre former un dessin, elle ne va pas tomber de manière aléatoire sur la table, elle va tracer ces cercles concentriques qui forment le dessin du champ magnétique. Autrement dit, la limaille, dans son agencement, dans son dessin, va révéler le champ magnétique qui est invisible de l'aimant. Maintenant, imaginez que vous soufflez dessus, toute la limaille s'en va. Vous n'avez plus rien, ça y est, c'est vide. Et puis vous dites, bon, maintenant je vais prendre une limaille qui a été teintée en bleu, par exemple, pour prendre une autre couleur. Et vous recommencez, vous reversez au même endroit. Et qu'est-ce que vous allez voir? C'est que cette limaille, même si elle est d'une couleur différente, va former exactement les mêmes dessins, les mêmes agencements que la première fois. La seule façon d'avoir un dessin différent, c'est soit d'enlever complètement l'aimant, soit d'avoir un seul pôle ou d'écarter les pôles différemment en dessous de la table, mais tant que l'aimant est au même endroit et de la même manière, le dessin qui se formera restera exactement le même en dépit des tentatives de changement superficiel. Alors c'est très intéressant comme métaphore parce que ça nous renvoie à des choses dans des domaines aussi divers que notre vie intérieure ou que des domaines scientifiques. Vous avez peut-être entendu par exemple les théories de Rupert Sheldrake sur les champs morphogénétiques. On parle de plus en plus de champs pour expliquer des situations et des phénomènes. Et là, on a une métaphore qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe à plein de niveaux différents. Par exemple, on peut beaucoup travailler au plan mental, on va essayer de changer ses idées, changer sa façon de penser, travailler à un niveau qui est très conscient et qui est très intellectuel. Mais il se trouve qu'on n'est pas constitué simplement d'un intellect qui pense, on a aussi des émotions, on a aussi des croyances, on a aussi toute une autre dimension de notre être. Et moi, je donne le nom de champ de croyances, justement, à toutes ces choses qu'on a reçues de notre milieu, pas seulement les croyances religieuses, mais les croyances de notre culture, les croyances de notre famille, les croyances du milieu où on a grandi, les a priori, les suppositions, tout ce qui s'est inscrit en nous et qui représente un espèce de champ magnétique, de champ de croyances autour de nous. Et à notre insu, eh bien, ce champ détermine une bonne manière, en grande partie, si vous voulez, la façon de penser qu'on a, le regard qu'on porte sur les choses et globalement notre vision du monde. Et alors on peut lire, on peut apporter des tas d'éléments intellectuels nouveaux dans notre vie, mais si de manière sous-jacente, par en dessous, notre champ de croyance reste le même, eh bien on va continuer de rester dans les mêmes problématiques, dans les mêmes situations. Le seul changement intellectuel, le seul changement conscient ne suffira pas. On sait aujourd'hui l'importance du subconscient, on sait aujourd'hui l'importance des sentiments, des émotions, de tout ce champ-là. Et si on veut faire un changement en profondeur, il faut arriver à venir toucher ce champ de croyance, il faut venir à trouver le moyen d'agir sur ces croyances subconscientes qui déterminent beaucoup notre rapport aux choses. Donc là, on a déjà une clé importante, mais on peut voir une application de la limaille et du champ magnétique dans de nombreux autres domaines. Par exemple, prenez un pays qui a toujours connu la dictature, qui a toujours connu un régime dictatorial fort. L'agencement, le champ de croyance, le champ de fonctionnement de ce peuple-là est tellement fort que si vous balayez le régime en place, hein, on fait une invasion, on dégomme tout le monde, on fait place nette, et vous essayez de plaquer là-dessus une structure démocratique, bien vous vous rendez compte que dans le cœur, dans la tête des gens, dans leur inconscient, dans leurs habitudes qui sont ancrées depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a un décalage complet. Et donc, moralité, petit à petit, les structures que vous mettez en place, soit ne prennent pas, soit elles vont retrouver des formes qui ne seront pas démocratiques, mais qui vont être oligarchiques. Des structures similaires vont probablement se dessiner parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller travailler en profondeur et d'accompagner un changement profond du champ culturel, du champ politique du pays. On a juste voulu changer la limaille, on a dit allez hop, on balaye ça et on va mettre quelque chose de tout beau, tout neuf. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc chaque fois qu'on tente de faire des changements superficiels, chaque fois qu'on reste au niveau de la limaille, eh bien on se rend compte que les choses ne prennent pas ou que petit à petit elles viennent adopter le champ et la structure qui étaient avant. Alors il y a un exemple
moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui du parallèle justement qui existe entre le champ magnétique, le champ de croyance religieux, celui qui était prédominant par exemple dans ce pays ici, qui était de l'Église catholique autrefois, et la médecine moderne. Je me suis attaché à montrer comment, lorsque petit à petit l'influence de la religion a baissé, et qu'en même temps la médecine a pris une importance considérable à partir de Pasteur, eh bien on s'est rendu compte que toute la médecine moderne s'est constituée, s'est structurée exactement de la même façon que la religion avant elle. Ce qui n'est pas surprenant d'ailleurs, puisque Louis Pasteur était lui-même un catholique extrêmement convaincu et voyait son travail comme une sorte de mission. Alors on se rend compte que l'agencement de la médecine moderne s'est fait exactement comme celui de l'Église avant, c'est-à-dire que non seulement le médecin a pris la place du prêtre, mais la vaccination est venue jouer le même rôle initiatique et symbolique que le baptême autrefois. Vous saviez, autrefois, si on n'était pas baptisé, c'était l'horreur. On risquait, si on mourait, de se retrouver en enfer, ou au mieux dans les limbes ou dans le purgatoire. Aujourd'hui, pareil, si on n'est pas vacciné, on nous menace de tout un tas de choses. Les risques sont énormes. La vaccination est pratiquée de manière massive dans les écoles comme les baptêmes aussi. Autrefois, avant de partir à la guerre, le prêtre bénissait les armées. Aujourd'hui, ce sont les soldats qui reçoivent massivement des doses de vaccination avant de partir en Irak ou ailleurs. Et on peut construire ce parallèle ailleurs. L'argent qui était donné autrefois à l'Église, aujourd'hui on le donne à la recherche. Autrefois, les gens espéraient dans le salut, la vie après la mort. Aujourd'hui, on leur parle de santé, on leur fait miroiter la possibilité qu'un jour on triomphera de la mort grâce aux manipulations génétiques, à la cryogénisation, etc., etc. On constate que le champ profond de croyance qui a façonné finalement l'Occident, en tout cas toute une partie, je dirais, de nos cultures judéo-chrétiennes, ce champ-là n'ayant pas été conscientisé, eh bien, la médecine s'est développée d'une façon beaucoup plus religieuse que médicale. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des professeurs de médecine, avec des médecins, qui ont tout d'un coup ouvert des grands yeux et compris ce qui se jouait vraiment dans ce milieu-là, qui relève plus du religieux que du scientifique et qui explique les réactions que provoque toute discussion sur l'avortement, sur les manipulations génétiques, sur l'euthanasie, etc., parce qu'on touche à quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc, vous verrez que quel que soit le domaine qu'on prend, cette métaphore du champ magnétique et de la limaille permet d'expliquer que si on veut faire un changement profond, il faut dépasser les apparences, il faut regarder quelles sont les forces profondes en jeu, qui même si elles sont invisibles, sont extraordinairement structurantes dans nos façons de penser, dans nos modes d'organisation collectif ou dans le développement de quelque chose d'aussi apparemment scientifique et structuré que la médecine moderne d'aujourd'hui. C'est une métaphore qu'on peut appliquer à de nombreuses situations. Je vous encourage à la creuser et à la développer vous-même. Elle a vraiment beaucoup à nous apporter aujourd'hui dans notre compréhension des choses.